Et à cet égard, donc, eh bien, c'est l'ambassadeur Vassili Nemendia qui va tenir une conférence de presse. Et vous aurez la possibilité de lui poser des questions. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Eh bien, vous me l'avez ôté de la bouche, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est donc un plaisir pour moi de me présenter lors de cette première journée de la présidence de la Fédération de Russie, de la présidence du Conseil de sécurité. Alors, je vais vous donner des informations de ce que nous projetions, de ce que nous allons projeter pour ce mois. S'agissant de la question palestinienne, eh bien malheureusement, nous n'avons aucun signe d'amélioration de la situation. Comme la Russie l'a dit à plusieurs reprises, eh bien, la résolution 2735 à l'initiative des États-Unis, eh bien, aucune de ces résolutions n'a été appliquée. Quels sont les paramètres définitifs de ces résolutions? Le Conseil a débuté ses délibérations par des consultations sur la situation humanitaire à Gaza. Donc il va débuter cela donc demain matin. Donc cela concernera la résolution 2720. Le 3 juillet, nous aurons donc le rapport représenté par Maria Salvador, le rapport du secrétaire général. Pas de réunion le 4 juillet, puisque c'est le 4 juillet, donc fête nationale aux États-Unis. Ensuite, il y aura la séance d'information de MONUSCO avec Ensku Chukita, qui va donc nous faire rapport. Et ensuite, nous aurons deux séances. Nous n'aurons pas de séance le 9 et 10 juillet. Le 11 juillet, nous tiendrons des consultations sur la situation à Chypre. Et l'après-midi, il y aura des consultations sur la Colombie. Nous attendons donc le rapport de Mme Sergica. Mi-juillet, le Conseil devra adopter une résolution sur le mandat de BINO, donc qui est l'Office des Nations Unies à Haïti. Le 12 juillet, nous tiendrons des consultations ordinaires sur UNIVOS, qui est l'Office des Nations Unies au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et il y aura donc le rapport du secrétaire général. Le 15 juillet, nous nous concentrerons sur les questions de signature. Le 16 juillet, aura lieu donc le premier événement, donc la première signature, un accord de coopération multilatérale pour un ordre juste et démocratique et durable. Ensuite, il y aura la poursuite des discussions sous la présidence de la Fédération de Russie depuis avril 2020. Nous pensons que le temps est venu pour discuter de l'architecture internationale des stratégies. Nous allons discuter d'un certain nombre d'éléments liés à la question de l'établissement des Nations Unies. Ensuite, deuxième événement, c'est un débat ouvert sur le Moyen-Orient le 17 juillet. Nous attendons un rapport fait au Conseil sur la question palestinienne et donc qui parlera des conséquences des assauts de l'escalade à Gaza. Les deux réunions se tiendront le 16 et 17 juillet et elles seront présidées par le ministre des Affaires étrangères à la vôtre. Nous encourageons la participation de toutes les délégations à cet égard. Le 19 juillet, nous prévoyons le troisième événement, à savoir la réunion des organisations régionales et régionales du maintien
paix et de sécurité avec l'OTSC, l'Organisation de coopération de Shanghai et une autre organisation. Ensuite, nous allons discuter de la situation de la région euro-asiatique. Il est important de donner au Conseil des informations sur les activités de ces organisations. Le 22 juillet, nous tiendrons des consultations sur les questions humanitaires en Syrie avec M. Pedro Enochi, représentant sur place des Nations Unies, qui va informer le Conseil. Il y aura ensuite une réunion sur le Yémen et nous attendrons l'envoyé spécial Hans Grünberg qui représente donc la mission dans la ville de Hodeïda. L'après-midi, nous tiendrons des consultations avec le Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale avec M. Desana Inarjikadze. Le 24 juillet se tiendront des consultations sur le Liban concernant l'application 1701. Ce sujet ne peut pas être plus d'actualité étant donné que la situation sur le terrain, comme vous le savez, est difficile. Le coordinateur spécial pour le Liban va nous présenter le rapport du secrétaire général et nous espérons que nous n'aurons rien qui nous forcera à tenir cette réunion plus tôt. Ensuite, il y aura la question d'un projet de résolution. Comme vous le voyez, le programme n'est pas encore trop chargé. Nous avons des réunions qui vont suivre, bien entendu, qui vont se rajouter. S'agissant du rapport informel, eh bien, nous prévoyons de le faire à notre dernière journée de président le 31 juillet. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup de cette information. Vous avez donc la première question. Merci, Monsieur l'ambassadeur, de cette séance d'information. Nous vous souhaitons bonne chance au cours de ce mois. Ma question est la suivante. Le gouvernement des États-Unis tient des discussions avec Israël et l'Ukraine sur la possibilité de transférer des patriotes et des systèmes de défense aériens d'Israël en Ukraine. Est-ce que cet événement aura des conséquences sur les relations entre les États-Unis, sur Israël et Moscou? Sur la relation d'Israël et Moscou. Le représentant, nous décourageons tous les pays qui ne l'ont pas encore fait d'envoyer des armes en Ukraine. La destinée des armes est mal connue, la destinée finale des armes exportées en Ukraine, d'où qu'ils viennent. Il est clair qu'ils seront détruits exactement comme les autres armes occidentaux données par les Occidentaux et les Américains. Je présume que la décision qui sera prise pourrait avoir des conséquences politiques. Michel. Merci, Monsieur l'ambassadeur, de ces informations. Une question pour vous sur la Corée du Nord. Est-ce que la Russie obéit aux sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord? Est-ce que la Russie croit que le régime nord-coréen, est-ce que la Russie pourrait permettre des essais nucléaires? Le représentant, j'espère que vous avez lu ma déclaration lors de la séance d'information à la presse vendredi dernier, qui dit que ce n'est pas la première fois que des sanctions sont violées. Il n'y a pas de preuves matérielles s'agissant de ces violations.
Ce n'est pas le rapport qui a été fait, mais c'est mon collègue au Conseil de sécurité donc en a parlé. Mais s'agissant du rapport des 3 experts qui se sont rendus sur place, les experts du Royaume-Uni, du Japon et de la République de Corée, ont dit qu'il n'y avait pas un seul spécialiste en balistique. Les fragments, les débris qui ont été retrouvés, qui leur ont été fournis, n'ont pas permis de conclusion. Et là, selon lesquels il pourrait s'agir de missiles provenant de la Corée du Nord. Tout ceci peut continuer, mais donc ils ont engagé des experts en Corée du Nord qui vont qui pourraient utiliser ça comme prétexte, pourraient utiliser des rapports de la presse, des photographies, qui seraient utilisés comme preuve. Mais lorsque la réunion a débuté, eh bien, ils ont dit qu'il était extrêmement clair que les objectifs de la réunion étaient clairs, à savoir qu'il s'agissait d'exposer la Russie et de dire que la Russie permettrait la violation des résolutions. Personne ne viole quoi que ce soit. Le traité qui a été signé à Pyongyang est clair. Si vous le lisez, il est en accès libre sur Internet et vous verrez que l'ensemble des accusations qui ont été formulées contre nous, eh bien, ne supportent pas la critique. Et donc ici, nous ne sommes pas dans une situation d'essai nucléaire. Nous avons une simulation d'essai nucléaire par les États-Unis récemment, comme vous le savez, mais nous n'avons pas entendu d'histoire d'essai nucléaire. Alors, comment expliquez-vous le don d'une voiture électrique de la part de votre président? Alors ça, c'est une grosse violation, effectivement. C'est ce que l'organisation chargée de cette question essaie de faire sortir. On essaie de trouver combien de voitures, combien de sacs de luxe les Coréens ont importé, quelles voitures utilisent-ils. Il s'agit là, je ne connais pas les détails, bien sûr. Il y avait une limousine électrique, je crois. Oui, avec même une protection particulière. Oui, donc nous lui avons donné. DG, allez-y. Merci, nous vous souhaitons plein succès pour ce mois. Nous aimerions vous poser une question sur la présidence. Dans le programme de travail, nous n'avons rien vu concernant l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un accord tacite selon lequel la Russie ne tiendrait pas de réunion sur l'Ukraine? Ou est-ce que vous avez dit que le ministre Lavrov serait présent? Nous savons que ces derniers temps, cela a été il y avait un problème de visa. Est-ce que les journalistes obtiendront des visas? Pour la première question, s'agissant de la Convention, nous n'organisons pas de réunion sur l'Ukraine dans le programme. Mais n'importe quel pays ou n'importe quel membre du Conseil de sécurité peut demander une séance. Donc au cours de la présidence d'un autre pays. Et nous avons des indications selon lesquelles des réunions seront demandées et bien sûr nous demanderons la réponse, mais nous attendons.
Aujourd'hui, la deuxième question concernait M. Lavrov et sa conférence de presse et les visas. Pour le moment, nous n'avons pas entendu parler de problèmes liés au visa. Il y a du temps, il faudra poser cette question. Nous espérons que les visas seront délivrés à temps. Et pour ce qui est de la conférence de presse du ministre, eh bien, il vous parlera, bien sûr, que j'espère qu'il l'a fait la dernière fois, il le refera. Canop, allez-y. RT News. Ma question est la suivante, elle concerne le fait que la Russie a demandé au Conseil de sécurité de mettre des sanctions sur les partis impliqués dans les attentats récents sur les plages de Crimée et les attaques de missiles. Est-ce que vous attendez des enquêtes externes à la Russie et que pensez-vous des réactions occidentales suite à ces attentats terroristes? Le représentant, je n'attends pas d'enquête externe à la Russie. En outre, nous avons entendu des commentaires du département d'État et de la Commission européenne sur... Et ce qui m'a le plus frappé, c'est le fait que la Commission, ou ceux qui la représentent, ont dit que les preuves données par la Russie sont proches de zéro, même en dessous de zéro. Ce qui est totalement honteux, c'est une déclaration totalement honteuse. Merci Evgeny. Monsieur l'ambassadeur, l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, aujourd'hui a formulé une plainte contre la Russie sur le brouillage de communication par satellite dans 4 pays, en Ukraine, aux Pays-Bas, en France et au Luxembourg. Donc même 5 pays, je crois qu'il y a. Pouvez-vous expliquer, et ils ont parlé d'interruption ce qui aboutit à des interruptions du trafic aérien. Pouvez-vous expliquer d'où cela vient et qu'est-ce qui peut être fait? Et la Russie apparemment a présenté sa propre plainte à l'UIT concernant des faits similaires. Je ne peux pas commenter la première partie de votre question. Je dois m'informer sur ce qui s'est passé et ce qui a été mis sur la table par l'UIT. Pour ce qui est de notre plainte, vous savez que les États-Unis utilisent des satellites sur la zone de conflit ukrainienne et ainsi envoient des données satellites à l'Ukraine pour nous cibler. Donc, et ceci constitue une violation et donc nous avons, mais très franchement, très honnêtement, je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Margot demandait la parole depuis longtemps. Merci, monsieur l'ambassadeur, c'est très gentil à vous. Juste un suivi suite à la question de Michel sur la DPRC. Corée du Nord. Vous disiez que vous respectez les sanctions, mais il y a des munitions qui ont été transférées de Corée du Nord vers... Est-ce que les munitions transférées de la Corée du Nord vers un autre pays constitueraient un viol des sanctions? Je n'ai pas d'information. Précisez votre question. Est-ce que la Russie continue d'appliquer ces sanctions? Alors, la résolution sur les sanctions, alors, vous parlez d'une partie des choses, ce qui est interdit à la Corée du Nord. Mais vous êtes à la moitié du chemin. Et maintenant, s'agissant de la solution diplomatique et politique à la crise, bien entendu, il y a un besoin humanitaire. Vous savez que la Russie et la Chine ont présenté une relation d'aide humanitaire pour soulager les souffrances de la population de Corée du Nord, pas simple. Cela a
purement et simplement été rejeté, balayé d'un revers de main, personne ne pense le suivre. Par conséquent, il y a beaucoup de choses dans cette résolution qui sont laissées de côté et d'autres choses qui ont tout simplement été ignorées. Maintenant, à Doha, il y a une réunion sur l'Afghanistan avec l'envoyé spécial Madame De Carlo. Quelle est la proximité de la Russie? Est-ce que la Russie va finir par mettre les talibans sur la liste des terroristes? L'ambassadeur. Les talibans sont aux affaires en Afghanistan, c'est un fait. Et nous reconnaissons ce fait. Et traiter cette chose, que vous le vouliez ou non, ce mouvement est en train de diriger le pays maintenant. Et vous ne pouvez pas simplement ne pas en tenir compte. Et pour ce qui est de savoir si nous allons les retirer de la liste des sanctions, je ne peux pas vous donner une réponse définitive, mais j'ai entendu qu'il y avait des pourparlers. Et d'une manière générale, il faut savoir que les talibans ont été invités finalement à Doha parce qu'il est impossible de résoudre les problèmes d'Afghanistan sans eux. Et sans les dirigeants. Donc, on a invité la société civile, les ONG, etc. Mais à un moment ou à un autre, eh bien, il faut discuter avec ceux qui dirigent le pays. Alors, ce qui peut se passer à Doha, bien, c'est difficile à dire. Bien sûr, les positions, chacun veut le meilleur pour l'Afghanistan, veut du bien à l'Afghanistan. Mais la feuille de route sur comment y arriver est différente d'un pays à l'autre. Et le diable se cache dans les détails, mais le format de Moscou, qui comprend le fait de faire de l'Afghanistan un terrain de non-violence, etc., tout ceci est important. Mais il y a l'utilisation de ceux qui donnent aux droits de l'homme en général et aux droits des femmes en particulier, qui donnent cette priorité. Nous savons que le droit des femmes et des filles en Afghanistan doivent être respectés et les gouvernements en Afghanistan doivent être inclusifs, pas par nationalité, mais doivent tenir compte de l'ensemble de l'éventail politique. Je n'appellerai pas ça les partis politiques, mais en tout cas de l'éventail politique qui représente le pays, que ce soit représentatif. L'affaire aujourd'hui est que nous devons accepter les choses telles qu'elles sont et agir de façon pragmatique et traiter avec les autorités afghanes actuelles. Allez-y, je vous en prie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Tout d'abord, Donald Trump a dit que s'il est élu, il pourra résoudre la crise en Ukraine en un jour. Très bien, dit l'ambassadeur. Quelle est votre réaction à cela? Et sur une question plus large, nous avons tous vu un clivage géopolitique croissant entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord d'une part, et les États-Unis et les alliés européens et occidentaux d'autre part, qui bien entendu a des ramifications ici et dans d'autres institutions. Voyez-vous des solutions visant à réduire cette fracture croissante? La crise ukrainienne ne peut pas être résolue en un jour, ça c'est un fait. Le président Poutine a récemment dit où nous en étions aujourd'hui en Ukraine.
Si en avril 2022 nous avions fait ce qu'il fallait, nous aurions pu résoudre la question. Nous étions très proches d'un accord à Istanbul. Et les parrains occidentaux de l'Ukraine se sont ingérés dans ce processus, ce qui l'a fait échouer et ce qui a fait aboutir à la poursuite des combats. Et il y avait bien sûr une raison pour faire que les Ukrainiens sortent de l'accord qui était à 95% conclu. Zelensky et le régime de Zelensky ont présenté un plan de paix qui est une plaisanterie. Il y a eu la conférence à Bürgenstock qui a été un échec et qui a suscité beaucoup plus de commentaires que si elle avait été une réussite. Le président Poutine s'est exprimé récemment, le 14 juin, en disant que les réalités avaient changé. Nous sommes prêts maintenant, pas juste interrompre le conflit, mais pour y mettre une fin définitive. Mais il est clair qu'entre avril 2022 et juillet 2024, eh bien, la situation avait changé. Tout ceci a été rejeté par Kiev et les Occidentaux, mais le problème pour eux, c'est que plus les choses durent, plus la situation sur le terrain sera difficile. Il faudra tenir compte de ces changements également. Donc, s'ils ne veulent pas être réalistes, eh bien, pour résoudre le problème sur la base du processus de la formule de paix de Zelensky, nous en avons déjà largement fait le tour et le commentaire. C'est juste une non-question. Zelensky a dit récemment qu'il était prêt à parler avec la Russie par des médiateurs. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais à un certain point, eh bien, donc suite à 2022, il était prêt à négocier avec les dirigeants russes. Mais maintenant, je crois qu'il a mal fait ses calculs. Son propre mandat a expiré. Nous ne savons pas s'il est légitime ou non pour négocier. Et pour combler Oui, cette question est discutée partout dans le monde, parmi nous et par les Européens qui refusent de reconnaître cela. Des autres pôles de puissance sont en train d'apparaître. La Chine en est un, il y en a d'autres. Et il faut reconnaître ce fait objectif. Ils sont en train de chercher à préserver leur domination qu'ils ont établie, qu'ils ont exercée pendant 50 ans. Mais c'est un processus objectif qui est en cours, qui va dans une autre direction. Donc il y a des centres de pouvoir qui émergent, nous le voyons. Et il y a des pays qui cherchent à avoir un poids de plus en plus important sur la scène internationale. Et il y a un des points clés ici, c'est la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est une question sur laquelle nous pourrions parler pendant longtemps. Mais les médias, on constate effectivement un fossé entre les différentes positions. Il y a la question de la composition des groupes, il y a la question de l'homogénéité. Il n'y a pas... Ici, en fait, on a de trop grandes disparités ici, mais c'est ici une lutte entre l'ancien monde et le monde qui est présenté comme émergent. Il y a le problème de l'Afrique qui est sous-représentée au Conseil de sécurité et il y a les pays occidentaux qui sont surreprésentés et qui ne reflètent pas
la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Donc cette question, c'est une question douloureuse pour beaucoup de pays, mais nous allons continuer à travailler là-dessus pour l'avenir. Et pour conclure, vous avez parlé de cette confrontation, elle existe. Les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, ils doivent changer leur modalité d'action. Ici, il faut changer. Il y a les réunions du Conseil de sécurité et chaque fois, les représentants en parlent. Mais il y a toujours des tentatives de rejeter la Chine ou d'autres pays. C'est une habitude chez eux. Mais la Chine attaque toujours cette position. Mais cela ne contribue pas à assurer une atmosphère saine entre les grandes puissances. La Chine n'apprécie pas cela, mais ils essayent de freiner les capacités politiques avec de nouvelles sanctions, de nouvelles restrictions. Mais je pense que la question de la signature, cette signature officielle, justement, c'est manifeste l'évolution qu'on constate et on va voir ce qui va se passer dans les 10-20 ans à venir. On va voir comment le système de sécurité va pouvoir évoluer vis-à-vis des autres formes de pouvoir dans le monde. Merci beaucoup. Tous mes voeux pour votre présidence. J'aurais une question à poser sur la Corée du Nord et les essais nucléaires. Bon, d'accord, il y a eu des essais, mais cela ne vous dispense pas de donner une position sur les essais. Je n'ai pas envie de commenter ni d'encourager qui que ce soit à le faire. Mais est-ce qu'il y a une invitation pour la Corée du Nord? Il y a Téhéran a posé cette question, c'est intéressant. En fait, ce qu'il faut, c'est simplifier les choses. C'est bien plus intelligent et bien plus avisé que les pays occidentaux ne l'imaginent. Bonjour, agence TASS. J'ai une question concernant la troisième signature officielle, la coopération entre l'ONU et des organisations régionales. Vous avez mentionné le fait que les membres du Conseil de sécurité vont avoir des informations de première main. Cela montre que nous pourrions attendre la visite de représentants de ces organisations au Conseil de sécurité. Oui, nous avons prévu effectivement que les représentants de ces différentes organisations, l'opération de coopération de Shanghai, l'organisation de l'Eurasie. Ma question concerne aussi la visite du Premier ministre russe en 2018. Et qu'est-ce qu'on attendait après cette visite? J'ai des relations ici de partenariat stratégique avec différents interlocuteurs. La Russie coopère avec beaucoup d'acteurs ici. Nous avons des entretiens soutenus et nos pays coopèrent ensemble.
Je ne sais pas quels sont les documents qui seront signés dans le cadre de cette visite, mais il y aura une série de messages qui seront envoyés ici. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose de plus précis sur ce qu'on peut attendre sur ces discussions? Qu'est-ce que vous attendez? Ce que j'attends, c'est que les relations entre la Russie et les autres s'améliorent de mieux en mieux. Vous avez dit espérer convoquer une réunion sur le Liban. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de ce qui se produit? Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce que vous croyez que la guerre peut être évitée et comment? J'espère que cette guerre pourra être évitée. Et quand j'ai dit que j'espérais que nous aurons des réunions régulières sur ce sujet, je dirais que je voudrais que rien ne se produira qui nous impose de convoquer le Conseil de sécurité. Nous recherchons une rhétorique qui nous permet de discuter sur le Liban de la part des autorités israéliennes et nous attendons les réponses aussi du Hezbollah et qui veut évidemment résister à toute invasion du Liban. Cela dure depuis longtemps, donc c'est une source de préoccupation parce que c'est pas la première chose, mais en tout cas, je dirais que c'est une nouvelle source de problèmes. Et évidemment, ça a commencé à Gaza. D'ailleurs, ça dure depuis des dizaines d'années. On a vu cette expansion de violence à Gaza. Il y a la question du Yémen aussi, et il y a le Liban qui suit. Mais j'espère sincèrement que nous pourrons aider. Est-ce que vous imaginez un scénario? Qu'est-ce qu'on pourrait éviter? Quelles mesures doivent être prises? Ici, on travaille effectivement pour calculer les conséquences de ce qui pourrait potentiellement évoluer de façon dangereuse, et j'espère que nous pourrons contribuer ici. Merci beaucoup. Agence ukrainienne, la question porte sur la crise russe et le régime de Poutine. La Russie a frappé les populations ukrainiennes, notamment sur les territoires occupés par la Russie. Sur ses propres territoires, la Russie, il y a les Russes ont largué au moins 85 bombes et missiles sur la région de Belgorod. Qu'est-ce que vous pourrez discuter au Conseil de sécurité de ces aspects sur la population russe qui est frappée par les bombes russes? Ça, c'est les affirmations du Washington Post et je ne peux pas répondre ici. C'est le narratif qu'on voit régulièrement ici de la part des États-Unis et de l'Union européenne. On entend ça de la part de l'Ukraine aussi. Les Russes se bombardent eux-mêmes, c'est la rhétorique classique. La Russie bombarde ses propres régions, c'est la Russie qui bombarde la centrale de Zaporogie. Quoi qu'il se passe en Russie, c'est toujours dans notre faute, ça c'est clair. Et je n'ai pas de commentaires à donner sur ces déclarations, sur ces commentaires de la part du Washington Post. C'est une rhétorique, c'est un narratif qu'on entend régulièrement. On n'est pas sur le même plan ici. Merci beaucoup. Au cours de ce mois, je représente un média. On dit qu'il y a de nouvelles discussions entre la Syrie et la Turquie. Quelle peut être l'évolution de ce nouveau dialogue? Comment vous réagissez à cela? Et ma deuxième question, on sait que
Ça fait 14 ans que la guerre dure en Syrie et il y a 8 pays qui ont bombardé pendant toutes ces années la Syrie. Comment on peut parvenir à la paix en Syrie? Sur les discussions entre la Turquie et la Syrie, j'ai des doutes qu'il y ait quelque chose qui se produise actuellement. Mais les Syriens ont souvent dit qu'ils étaient prêts à des discussions avec la Turquie. La Turquie, dès que la Turquie aura retiré ses troupes du nord de la Syrie. Pour l'instant, rien ne s'est produit qui puisse laisser penser que la situation a changé. Vous avez parlé de la présence étrangère en Syrie. Oui, il y a beaucoup de présence étrangère. L'essentiel, ce sont les troupes américaines qui sont en présence en Syrie et qui sont présentes dans différents territoires ici. Donc il y a beaucoup d'armées. Il y a l'armée russe qui, en accord avec le droit international, agit de façon légale sur le territoire, sur une base légale. Le conflit syrien ne s'achève pas parce que la réalité sur le terrain n'évolue pas. Le gouvernement syrien fait l'objet de des centaines de milliers de sanctions unilatérales et de mesures de restriction unilatérales décidées par les pays occidentaux et on voit toujours la volonté de remplacer le régime d'Assad par un autre. Et on voit tout le temps ce nombre de mesures prises contre la Syrie. On voit c'est une pression exercée par les pays occidentaux. On nous a dit que les États-Unis n'agissent pas contre la population syrienne, mais leur objectif, c'est simplement contre le gouvernement mais en fait, il y a un impact direct sur les citoyens syriens de la part des mesures américaines. Ils sont privés de médicaments, ils sont privés d'équipements médicaux, encore tout récemment. Je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était à la mi-juin. L'initiative il y avait eu des débats sur les sanctions unilatérales à l'Assemblée générale et quelque chose a déplu, mais certains ont dit que les Américains observaient les dispositions de la loi internationale pour appliquer cela au pays. Et c'est une interprétation assez libre. Et il y a un exemple, c'est que ces sanctions s'exercent sur la Syrie. Il y avait un exemple qui avait été cité de cette lutte pour la vie des gens, c'est-à-dire que les gens qui ont des maladies graves, vous savez, c'est cette maladie, on touche quelqu'un et tout de suite la personne a des hématomes et ça peut évoluer vers la mort. Et donc, on utilise des équipements spéciaux qui sont produits par un seul pays dans le monde. Et cette entreprise refuse d'exporter cela en Biélorussie parce que la Russie est sous sanction. Et ce n'est pas directement sous l'autorité américaine, mais ce sont des mesures prises par les pays occidentaux donc ça, c'est juste un exemple. Ce n'est pas seulement les sanctions proprement dites. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui sont prises comme ça contre des pays qui sont d'une manière générale sous sanction et cela a un effet sur la population.
Merci beaucoup. Je voulais vous demander que vous me parliez de l'Afghanistan. Avez-vous parlé aux talibans directement et des questions des droits des femmes et des filles qui doivent être respectés, droit à aller à l'école, droit à aller au travail? Comment justifiez-vous un débat sur la paix et la sécurité internationale lorsque vous-même êtes en guerre en Ukraine et n'ayant pas été invité aux festivités du 4 juillet? Alors, la première question, rappelez-moi. Oui, il faut que je me souvienne moi-même. L'Afghanistan. Oui, oui. Donc, quelle est la position du Conseil de sécurité? Très bien. Oui, nous parlons aux talibans. Nous avons une ambassade à Kaboul qui n'a jamais fermé. Nous avons un envoyé spécial en Afghanistan qui est un diplomate très chevronné et très reconnu par la communauté internationale, pas seulement par nous. C'est M. Samir Kaboulov. Alors oui, nous parlons aux talibans. Je n'approuve pas ce qu'ils font, mais c'est la réalité, ils sont là. Et leur politique envers les femmes et les filles, qui serait justifiée par des normes islamiques qui en fait ne sont pas islamiques, nous essayons de le leur expliquer. Et c'est un vrai problème. Pour le débat sur le multilatéralisme, vous avez dit que lorsque vous faites ce que vous faites, nous avons dit à de nombreuses reprises que l'origine de la crise en Ukraine est bien plus profonde que ce qui nous est présenté. Et donc, nous ne pensons pas que c'est nous qui devons être accusés pour ce qui se passe en Ukraine. Il faut voir ce qui s'est passé au cours de cette dernière décennie. Et malheureusement, nous sommes en train d'en recueillir les fruits amers, les fruits géopolitiques. Mais il faut voir la situation bien avant. Alors, pourquoi allez-vous tenir une réunion sur la paix et la sécurité internationale? L'ambassadeur, écoutez, nous l'avons dit à de nombreuses reprises, nous n'avons pas entamé la guerre. La guerre a été commencée bien avant. Tout le monde a regardé les bras balancés ce qui se passait au Donbass depuis 2014, sans volonté de donner instruction au régime marionnette de Kiev d'appliquer les accords de Minsk. Et si les accords de Minsk avaient été appliqués, il ne se passerait pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'Occident qui se bat contre la Russie en utilisant ces pauvres Ukrainiens comme instrument contre la Russie. En disant non, non, nous ne participons pas à cette guerre, nous participons à rien du tout, mais malgré cela, eh bien, on donne des munitions, des données satellites, des instructeurs sont directement impliqués dans le ciblage de Russes. Par conséquent, la manière dont vous examinez les choses eh bien, est très différente de la réalité. Il faut voir comment les choses ont commencé. Et en tout cas, voilà, il faut vous faire une opinion sur comment les choses ont commencé. Pour le 4 juillet, oui, nous avons entendu aujourd'hui. Alors oui, effectivement, lors du petit déjeuner du premier jour de notre présidence, eh bien, nous avons vu que tout le monde était invité. Alors, je ne sais pas ce que cela veut dire exactement. Est-ce que c'est une invitation officielle ou est-ce que c'était une annonce en l'air? Je n'en sais rien. Est-ce que vous y allez? Oui, si je suis invité officiellement, j'irai, bien sûr. Je vous en prie.
Pour revenir au Liban, je suis Anne Massouf. La Ligue arabe a désigné le Hezbollah comme entité terroriste. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ce week-end, la Ligue des États arabes a décidé de renverser la situation du fait que le Hezbollah a été désigné comme État terroriste. Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas commenter ce genre de choses en tant que représentant de la Russie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous pouvez nous parler des progrès pour parler concernant l'échange de prisonniers et la libération du journaliste du Wall Street Journal? Alors, non, je ne suis pas au courant des détails. Le ministre des Affaires étrangères en parlait. Il s'agit d'un sujet délicat qui est en cours de discussion avec les services spéciaux en Russie. Allez-y, la dame, par là-bas. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je m'appelle Giorgio Garangio de l'agence de presse de Chypre. Le représentant spécial des Nations Unies pour Chypre, Monsieur Colin Stewart, va vous donner des informations ces prochains jours avec sur les efforts pour trouver une solution qui convient aux deux parties. Quelle est votre opinion sur la situation à Chypre? Je voudrais votre opinion sur la situation à Chypre. L'envoyé, le représentant spécial du secrétaire général à Chypre, et le ministre des Affaires étrangères, Holguin, donc, ils se sont rendus, ils ont parlé aux parties concernées sur une possible solution de compromis à laquelle nous ne sommes pas parvenus. C'est malheureux, mais il y a quelque temps, il y avait une possibilité à Crans-Montana en 2017 qui malheureusement a été gaspillée et qui aurait pu aboutir à des progrès raisonnables et tangibles sur la question de Chypre. Maintenant, il y a la question de l'extension du mandat de l'envoyé spécial, mais ça c'est dans les prérogatives du secrétaire général. Mais ce sont ses prérogatives, parce que ce n'est pas l'envoyé spécial du Conseil de sécurité, c'est le représentant spécial du secrétaire général. Et nous tenons des séances d'information à ce sujet sur les événements et en cours sur le terrain, sur les questions auxquelles ils font face. Je n'attends rien de particulier, rien d'extraordinaire de cette séance. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Alors, je suis un média japonais. J'ai des questions sur la Corée et sur le groupe d'experts. Le groupe d'experts, étant donné que le mandat des experts a expiré, est-ce que vous pensez que le mandat des groupes d'experts doit continuer ou pas? Nous souhaitons qu'un groupe d'experts ne se politise pas, ne s'engage pas en politique, encouragé qu'il est par certains pays. Et c'est une des grandes erreurs qu'ils ont faites. Et nous avons proposé une issue, mais le régime des sanctions contre la Corée du Nord est quelque chose de sans précédent. Les sanctions ne sont pas liées dans le temps, elles n'ont aucune disposition de réexamen, elles ne comportent aucune position de réexamen et c'est intolérable. Il faut arrêter de parler de ça parce que sinon,
il n'y aura pas d'encouragement. C'est pas comme ça qu'on encouragera la Corée du Nord à progresser sur les questions sur lesquelles on veut qu'elle progresse. Donc le groupe d'experts, au lieu d'essayer de trouver des solutions qui correspondent à leur mandat, au lieu d'encourager les pourparlers entre les divers protagonistes, eh bien, ils se sont amusés à produire des rapports avec des choses risibles qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur la péninsule coréenne. Ils ont montré un manque de professionnalisme évident et donc le groupe d'experts s'est en fait invisibilisé. Et donc, ils vont disparaître. Le groupe d'experts, c'est un instrument est-ce un instrument du comité de sanctions ou un instrument du Conseil de sécurité? Eh bien, le Conseil de sécurité, lui, demeure, mais il n'a que faire de rapports qui sont de faux rapports ou des choses comme ça. Donc, puisqu'il s'agit de trouver des solutions. Donc, et si le groupe d'experts n'a pas besoin de sanctions. Je pense que nous arrivons à la fin de la conférence de presse. Je ne veux pas vous priver de la possibilité de déjeuner. Alors, juste une question, puisque vous parliez des sanctions. Est-ce que cela signifie que la Russie devrait pouvoir, d'après vous, continuer de développer des armes nucléaires? L'ambassadeur, ce n'est pas lié directement, mais nous pensons qu'imposer des sanctions sur un pays, des sanctions sans fin, est injuste et décourageant. Nous devons donc réfléchir à comment modifier le comité des sanctions et le régime des sanctions. Ça ne peut pas durer éternellement. Dans beaucoup d'autres situations, le régime de sanctions, dans d'autres pays, tôt ou tard, est destiné à trouver son terme. Et c'est absolument incompréhensible pour nous. Donc, est-ce que c'est tout? Je vois des mains qui se lèvent encore. Allez, je prends deux autres questions. Evelyne, allez-y. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, excusez-moi. Je voulais parler de l'Afrique. Nous savons tous, nous avons tous entendu parler du groupe Wagner pendant des années parce que ils ont pillé des ressources, ils ont commis des viols sur le terrain, il y a eu des prisonniers, mais étant donné que le chef d'orchestre a été tué, que se passe-t-il? Que sont devenus ces gens au Mali ou ailleurs? Est-ce qu'ils sont sous surveillance du gouvernement russe ou est-ce qu'ils sont toujours sur place? Alors, j'ai entendu ces histoires de viol et de pillage de ressources de la part de plusieurs de mes collègues du Conseil de sécurité. Je n'attendais pas, j'attends toujours des preuves. Il n'y a plus de groupe Wagner, puisque le groupe Wagner a vu ses fonctions, a vu une fin à ses fonctions. Et s'il y a des gens sur place en Afrique qui s'organisent, ils ne sont pas sous l'organisation d'un État, et donc ils ne sont plus une entité étatique. Dernière question.
Merci, Monsieur l'ambassadeur. Comme vous l'avez dit au début de votre réunion, la résolution acceptée le 10 pour un cessez-le-feu à Gaza. Nous voyons depuis les attaques d'Israël que la résolution n'est pas appliquée. Je voulais vous demander que peut faire le Conseil de sécurité pour forcer la mise en œuvre de cette résolution. Ambassadeur, tout d'abord, demander sans équivoque un cessez-le-feu vérifiable et immédiat. Pour ce qui est de la résolution, elle est telle qu'elle, avec le cadre de maintenant, eh bien, elle parle de cessez-le-feu pour la première fois, mais de façon trop indéterminée. Et le plan en 3 points présenté par la résolution est très vague, manque de détails, et c'est ce que nous avons dit lorsque nous en avons parlé, et c'est pour ça que nous nous sommes abstenus, parce que nous ne voulions pas être partis à une résolution, à un vote pour une résolution qui ne permettait pas des objectifs précis, et donc nous ne voulions pas donner un chèque en blanc à nos collègues pour faire semblant d'appliquer quelque chose qui nous avons voulu voir ce qui allait se passer. Israël, malgré l'assurance, alors que nous avons été rassurés par les États-Unis, eh bien, Israël a dit immédiatement après la résolution, dans une déclaration, le représentant d'Israël a dit qui voulait en finir avec le Hamas, point barre. Et donc, ils accusent maintenant le Hamas et chacun a son opinion sur comment la résolution doit être appliquée. Donc, malheureusement, eh bien, rien ne se passe. Je vous remercie. Merci.